Après plusieurs années de récession économique, la RDC, le pays semble renouer avec la croissance. Le budget a été sensiblement revu à la hausse, mais malheureusement, ces chiffres, tous les budgets dont on parle souvent, ne parviennent pas à répondre aux vrais besoins des citoyens. Voilà qui nous amène à parler aujourd'hui, 64 ans après l'accession à l'indépendance nationale et internationale, de l'indépendance économique de la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue dans Version Croisée. J'ai l'honneur de recevoir pour la première fois, face à face, d'abord Christian Loubeau. Christian Loubeau à ma gauche, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci. Alors vous êtes coordonnateur de l'ASBL, CPG, Congo Prospère et Grand. Congo Power Group. Congo Power Group. Alors, le parti et Congo Prospère et Grand. Ah d'accord, ils portent tous le même sigle et la même appellation. Voilà. Congo Power Group, qui regorge dans son sein justement le parti politique CPG qu'on connaît tous, Congo Prospère et Grand. Bienvenue à vous. Merci monsieur. Alors j'ai la bénédiction de recevoir pour la première fois aussi le député national, Florima Pamboli. Bonjour, bienvenue à vous également monsieur le député. Bonjour Gaëtan. Alors vous êtes économiste? Non, je ne suis pas économiste, je suis financier. Financier, autrefois conseiller à la trésorerie, au ministère des Finances, mais aujourd'hui vous êtes député national. C'est un réel plaisir de vous avoir pour la première fois sur ce plateau en tout cas. Merci. Alors on va parler de la question économique. J'ai un peu parcouru les médias. On dit qu'en RDC, les sujets économiques, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, même à la veille, à l'approche des campagnes électorales. On peut faire des promesses, débattre de la situation sécuritaire. Pourtant, 80% de la population ploie sous la misère. Florima Pamboli, je préfère commencer avec vous. Vous êtes intervenu à la grande conférence organisée le 30 juin dernier par le CPG, le parti politique Congo Prospère et Grand. Quel sentiment avez-vous lorsque vous parliez de l'économie, de l'indépendance économique de votre pays? Et à votre passage même au ministère des Finances, vous avez quel sentiment là? Écoutez, aujourd'hui, tous les débats au niveau des nations, qu'elles soient européennes, américaines, africaines, etc., tournent autour de l'économie, autour du pouvoir d'achat, autour de l'emploi, autour de l'inflation, etc. Donc, l'économie, c'est notre quotidien. On ne peut pas s'en passer, malheureusement. Et revenons à votre question concernant l'indépendance économique, j'aimerais d'abord préciser une chose. Aucun pays ne peut être totalement indépendant. Je fais ici allusion à la notion d'avantage comparatif. C'est-à-dire que chaque pays doit produire ce qu'il peut à des coûts plus bas. Si je peux aujourd'hui produire le maïs dans des conditions avantageuses par rapport à la Zambie, eh ben, je le ferai. Mais si le même maïs coûterait moins cher à la Zambie et plus cher à moi, eh ben, je laisserai cette production à la Zambie, quitte à produire autre chose et importer, n'est-ce pas, faire des échanges, effectuer des échanges. C'est-à-dire, j'achète ce que l'autre produit à un coût inférieur. Et vous lui offrez quelque chose en retour. Et moi, à mon tour, je lui vends ce que je produis aussi à un coût raisonnable. Justement. Ce sont des échanges commerciaux internationaux. C'est ça. Les nations sont faites comme cela. Oui. Alors, l'indépendance économique, moi, j'entends par indépendance économique le fait... Vous avez un problème conceptuel là. Voilà, je voulais vraiment préciser cela. J'entends par indépendance économique le fait de s'autosuffire sur au moins le produit sur lequel on a un avantage comparatif par rapport aux autres. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que notre pays soit un producteur, et plutôt un importateur de maïs. Je ne peux pas comprendre que notre pays aujourd'hui soit un importateur d'électricité. Je vous rappelle que la République démocratique du Congo, c'est 80 millions de terres arables, dont 51 millions de terres cultivables. Je vous rappelle également que la République démocratique du Congo, c'est une capacité de 100 000 mégawatts, dont 44 000 mégawatts uniquement sur les sites d'Inga. C'est-à-dire que nous avons le potentiel
Le potentiel est là. Et nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de convertir ces potentiels premièrement, en produits que nous pouvons consommer, ne serait-ce que nous-mêmes. Je ne parle même pas des exportations, ne serait-ce que nous-mêmes. Là, c'est en ce qui concerne l'agriculture, mais aussi l'électricité pour nous-mêmes également. Aujourd'hui, dans le milieu rural, les taux d'électrification est inférieur à 1%. Et dans le milieu urbain, nous sommes à près de 12%. Vous voyez les désastres, vous voyez les contrastes. Cela n'est pas explicable. Et donc, quand je parle de l'indépendance économique, je fais justement allusion à ce genre de situation. Alors, vous n'êtes pas contre le terme indépendance économique, mais vous pensez que les pays du monde échangent quand même quelque chose. C'est naturel. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous exportons quoi? Nous exportons nos matières premières, oui, principalement nos minéraux. En revanche, nous importons les biens et services de consommation courante. Vous voyez, ce sont des échanges. Même cette exportation des matières premières, d'après les économistes, ne nous profite vraiment pas. Pourquoi? Parce que ce sont des exportations qu'on ne transforme pas ici localement et dont les gains ne nous profitent pas directement. C'est ça les problèmes, justement. Ouais. Il faut définir notre cadre stratégique. Qu'est-ce que l'on veut? Quand on ne produit pas, quand on ne transforme pas sur place, c'est-à-dire que la richesse qui est créée derrière cette exploitation minière ne profite pas aux Congolais. La conséquence, si aujourd'hui on décide d'importer, pas totalement, plutôt d'exporter, de ne pas exporter les matières premières brites, mais que l'on puisse être à mesure de transformer ne serait-ce qu'une partie localement. La conséquence, c'est qu'on créera la valeur ajoutée ici. Les emplois qui découleront de cette transformation, n'est-ce pas, seront occupés par les Congolais. Conséquence logique, nous aurons à diminuer notre taux de chômage parce qu'on aura à recruter des Congolais qui sont au chômage. Et donc, cet état de choses qui consiste à exporter les matières premières brites doit justement changer. On peut y aller progressivement. On ne change pas d'un coup. Mais il faut qu'il y ait un plan pour dire après 10-15 ans, on ne pourra plus exporter les matières premières de manière... Question Loubo, je vous pose la question en tant que politologue en tout cas. On va rester dans l'analyse conceptuelle. À partir de quel moment on a commencé à dire la RDC est dépendante économiquement? Où on a commencé à appeler à l'indépendance économique? Déjà, jusque-là, la dépendance politique n'est pas un problème. Oui. Déjà, à l'origine de la création du pays, de notre Congo, qu'on appelle aujourd'hui État congolais, les 4 puissances coloniales de l'époque étaient dans la conquête des zones d'imposition de leur hégémonie. Oui. Alors, nous avons la civilisation, la langue lusophone, anglophone, francophone, qui ont occupé les contours du grand bassin du Congo. N'ayant pas pénétré les grands bassins du Congo, suite à sa densité, ces États ont conclu de se retrouver à Berlin pour définir la zone d'influence et la délimitation des zones d'influence de chacun. Ce qui a fait que ces États fassent de la RDC, notre RDC aujourd'hui, une zone d'exploitation internationale, AIA, Association internationale africaine, dont notre État était une association. Et ça a permis à ces États d'extraire, de se procurer des matières premières et en même temps, comme nous étions déjà un grand marché de consommation, servir des débouchés. Donc les matières premières, les produits finis devaient être déversés chez nous et être consommés. Nous avons fourni tout ce que nous avons fourni, les caoutchoucs et consorts qui a fait l'apogée du monde d'aujourd'hui. Ne nous donnant pas cette indépendance économique, évoluant au fur et à mesure que nous évoluons sous la colonisation, nos parents... La colonisation, ça peut se comprendre, parce que politiquement, on n'est pas indépendant. C'est tout à fait normal qu'économiquement, qu'on soit dépendant aussi. Oui, là, le concept d'indépendance économique a commencé à surgir quand et pourquoi? Bon, le concept d'indépendance économique a surgi lors des débats sur l'accession de la RDC à l'indépendance. Oui. Par nos pères de l'indépendance qui ont tenu en Belgique leur forum sur l'indépendance politique
dont il fallait le faire suivre directement de l'indépendance économique pour que nous soyons réellement libres. Ratzel dit « Les États puissants dominent sur les États faibles jusqu'à leur disparition ». Et il y a même un anthropologue congolais qui dit « Il faut que la politique fasse de la vie de l'homme sur terre le prélude du paradis et non de l'enfer ». Donc, si les économistes peuvent dire que déjà l'infrastructure définit la superstructure, nous, au Congo, par contre, nous avons renversé cela. Nous laissant emporter par la pensée du colon, nous nous sommes plus focalisés sur la politique, la conquête des sièges, la lutte pour l'occupation des sièges à pourvoir, pendant que ceux qui sont avertis se sont plongés, focalisés sur l'économie, donc sur les avoirs. Honorable l'a dit tout à l'heure, que nous disposons des terres arables, pardon, des 80 millions de terres arables, 51 millions de terres cultivables, que nous pouvons mettre à profit pour notre pays. Au-delà de tout, nous avons plusieurs puissances que nous pouvons développer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a empêché de mettre à profit justement à la fois ces terres arables, les potentialités énergétiques, tout ce que nous avons comme matière première également? Exactement, oui. C'est l'homme. L'homme congolais, déjà dès l'accession à l'indépendance, nous nous rappelons déjà dans l'histoire, avant l'indépendance, l'homme blanc a laissé plus de 6000 entreprises de production et de transformation en RDC. Mais lorsque nous avons accédé à l'indépendance, nos parents en ont abusé, oui, jusqu'à ce que Mobutu vienne trouver près de 3000 à la zaïanisation, où l'homme congolais pouvait, à l'acquisition du pouvoir économique dont le président Mobutu avait arraché à l'homme blanc et donné à l'homme noir, ceux-ci pouvaient plutôt maximiser cela et que nous puissions monter en puissance. Donc, comme Florima Pamboli, vous êtes d'accord qu'il y a un problème conceptuel là. On ne doit plus parler d'indépendance économique puisqu'on avait hérité de tout, mais plutôt un problème de gouvernance et de gestion en interne, n'est-ce pas? Oui. Non, oui. Je plutôt redéfinis ce que c'est l'indépendance économique. Oui. Nous devons être indépendants sur certaines choses. Oui. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que c'est normal que notre pays importe du maïs? Non. À partir du moment où nous importons du maïs, nous ne sommes pas indépendants. Les jours où on a un problème avec le pays qui nous vend ce maïs-là, qu'est-ce qu'on fait? On meurt de faim. On meurt de faim. Est-ce qu'on doit importer l'électricité? Je vous dis non. Mais on a tout parce qu'on a tout ça, oui. On a tout ça, oui. Tout ce qui nous manque, c'est de créer des conditions favorables pour l'exploitation de ces richesses que le Dieu nous a données. C'est tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que l'on fait pour que les terres, nos terres, soient transformées en production agricole? On a exploité le maïs dans notre pays dans le passé. Mais on a le courant qui est encore là. Inga, les chutes d'eau continuent à faire couler beaucoup d'eau. Alors, pour avoir été au ministère des Finances, j'aimerais savoir, Florima Pamboli, quels sont les grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui? Vous qui avez été là, je dirais, sur le front, lorsque le chef de l'État a martelé sur la diversification de l'économie, la dépendance économique, les défis que nous devons résoudre le plus vite possible sont lesquels, d'après vous? Le plus grand défi, c'est le défi d'infrastructure. Oui. Et là, je fais directement allusion aux infrastructures routières. Il faut arriver à désenclaver le pays. Aujourd'hui, vous avez un réseau national de routes qui s'étend sur 153 000 km, dont 58 000 km de routes d'intérêt national, c'est-à-dire des routes nationales. Sur les 58 000 km, vous n'avez que 3 000 km de routes qui sont revêtues. Alors que ça représente moins de 5% justement plutôt près de 5% par rapport au total du réseau de routes d'intérêt national. Alors qu'en Afrique subsaharienne, la moyenne est de 25%. Il faut commencer par là. Commençons par construire des routes. Nous avons bénéficié de 7 milliards de dollars après la renégociation du contrat sino-congolais, qui s'étale sur plusieurs années. Ouais.
On a à peine, si ma mémoire ne me trahit pas, 340 millions de dollars par année. Par année. Ouais. Il faut miser sur ça, d'une part. D'autre part... Quand on construit, je pense, c'est des rocardes. C'est pas mal. On construit des rocardes. Pour ça, c'est ça la priorité où on devait peut-être commencer par des routes de dessert agricole. Non, c'est aussi prioritaire. Économiquement parlant, ça nous avantage à quoi? Mais bien sûr que c'est prioritaire parce que quand vous faites 3 heures entre votre maison et l'aéroport de Ndjili, il y a un coût derrière. Ça facilite la vie aux Congolais, ça facilite la vie aux Quinois. C'est extrêmement important. Les routes de dessert agricole, on en a plus de, si ma mémoire ne me trahit pas, plus de 80 000 kilomètres. C'est un état de délabrement très avancé. Je vais vous choquer. Pour aller dans ma circonscription à Kasongolunda. Dans le Kasaï. Non, c'est dans le Congo. Excusez-moi, dans le Congo. Vous devez quitter Kinshasa, vous prenez la nationale numéro... C'est numéro 2, hein, qui va vers Kikwit. Vous arrivez à Bukangalonzo. De Kinshasa à Bukangalonzo, vous faites 3h30. De Bukangalonzo à la cité de Kasongolunda, c'est le même trajet Kinshasa-Bukangalonzo. Sauf que là, vous ne faites pas moins de 20 heures de route. Si on avait ne serait-ce qu'une route en terre bâtie, on ferait moins de 8 heures. Et on arriverait à Kasongolunda, à la cité de Kasongolunda. On arriverait au territoire de Kasongolunda sans problème. Aujourd'hui, cette route est en état de délabrement très avancé. C'est la RN 16. C'est le cas pour toutes les routes sur toute l'étendue de la République provinciales et les routes de dessert agricole. Sur toute l'étendue du territoire national. En lisant les programmes du gouvernement, quelque part, il est dit qu'il y aura plusieurs milliers de kilomètres qui seront réhabilités chaque année. Donc nous attendrons. Mais c'est une nécessité, c'est une urgence. Les rocards à Kinshasa alors qu'il y a ces routes de dessert agricole. Non, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, vous avez, d'une part, les fonds qui sont ici de la renégociation du contrat sino-congolais. Vous avez la réqualification de certains projets avec le Bayer, notamment avec la Banque mondiale. On va réqualifier certains projets pour justement les orienter vers la construction de routes. On va parler des à part ça, vous avez les trésors publics. L'État doit mettre au minimum 1 milliard de dollars par an pour permettre, après 10 ans maximum, on puisse atteindre le 25% qui est la moyenne de l'Afrique subsaharienne de revêtement des routes d'intérêt national. Et donc, il faut commencer par là. Il n'y a pas de développement sans infrastructure routière. Même si on veut attirer les investisseurs dans les secteurs agricoles, eh ben, ceux-ci auront besoin des routes. Et ça, c'est un investissement que l'État doit faire. Ce n'est pas les privés. C'est un investissement public. C'est un investissement public. C'est un investissement public. Nous, on veut que ce soit des investissements publics. Et s'il y a des partenariats qui peuvent venir, tant mieux. Et cela nécessite également des efforts budgétaires considérables. Oui. Cela veut dire que dans notre budget, il faut augmenter la part des investissements. Nous sommes à une moyenne, sur les 5 dernières années, nous sommes à une moyenne de 10%. C'est-à-dire quand on rapproche les investissements publics sur le niveau des recettes internes mobilisées, on est à une moyenne de 10%. Quand vous lisez le programme du gouvernement sur la période 2024-2028, vous êtes à une moyenne de 50%. On passe de 10 à 50%. D'abord 40% en 2024, ça monte progressivement. Et quand vous prenez la moyenne quinquennale, ça vous fait 50%. C'est un chiffre ambitieux, mais je ne sais pas si ce sera possible, mais je doute. Mais c'est quand même ambitieux, il faut le reconnaître. On en reparlera. Christian Lougo, c'est vrai, les défis prioritaires, ce sont les infrastructures, d'après vous aussi? D'une part, oui, mais d'autre part, il faut d'abord changer l'homme congolais. Okay. Vous savez, nous avons hérité d'une politique, d'une classe politique qui est basée sur les détournements, les vols, le n'importe quisme politique, dont nous retrouvons tout le monde en politique, n'importe qui. En politique, et une personne, un vendeur du coin qui s'est influencé, qui s'est partagé, est devenu politique. Alors cela a une conséquence néfaste sur le pays. Telle personne se retrouvant devant la gestion de la chose, de la cité,
face au texte régi dont le prévu et les finances prévues pour exécuter, ne comprendra pas, n'aura pas le temps de tout lire, de tout comprendre, comme Honorable a tout soulevé ici. C'est profondément réel. Malheureusement, pour que cela s'exécute, vous verrez que la personne comprendra qu'en détournant, en volant, en manipulant, en échangeant, au lieu d'exécuter à 100%, comme Honorable l'a dit, celle-ci va exécuter à 10 et les 90 dans sa poche. Donc, l'homme déjà qui exécute sans avoir des conditions bien établies, des conditions des sanctions bien établies, celui-ci n'aura jamais la peur de faire ce qu'il ne faut pas. Nous avons connu plusieurs régimes passés avec le même discours, avec le même programme jusqu'à ces jours. Mais si on ne frappe pas fort sur l'homme, on ne prévoit pas des sanctions sévères dans l'exécution de la chose publique et aussi en formatant l'homme, en faisant comprendre à celui-ci que le bien, en servant le pays, vous vous retrouverez vous-même dans ce que vous ferez au-delà de ce que vous mettrez dans la poche. On reviendra toujours à la case départ. Parce qu'il y a eu des grands projets, notamment ambitieux pour diversifier l'économie. On a connu des Bukangalonzo, des projets de construction de routes, des 5 chantiers, beaucoup de fonds sortis, mais finalement rien n'a été fait à cause de l'homme, c'est ça d'après vous? Exactement. Or, si cet homme a été préparé à savoir qu'au bout des 5 ans, l'argent que vous détournerez le même mois, la même année, le même mois, vous servira, au bout des 5 ans, vous en aurez plus ou au-delà, sans que personne ne s'en rende compte. Et le pays en profitera. Le Congo n'a jamais été ingrat. Mais c'est nous qui le dépouillons au point même de le laisser, de le rendre vivant. Je vous pose toujours la question en tant que politologue. J'aimerais avoir votre vue de politologue, surtout sur le plan temporel, temps en tout cas. Vital Kamerhe a dit que la RDC n'a pas de modèle économique. Notre modèle économique, c'est lequel en fait? C'est lequel nous légué par les Belges ou ce que Mobutu nous a laissé avec le népotisme, le tribalisme, etc. Bon, c'est un économiste, je ne le suis pas, je suis politologue, oui. Mais c'est que j'ai appris par mes professeurs, dans chaque État, il n'y a que 2 types de modèles d'économie. L'économie des marchés et l'économie des commandements. L'économie des marchés, nous le vivons aujourd'hui dans notre pays. Un exemple atypique, vous avez le Wewa qui vous prend pour une course qui peut coûter 1000 francs, il vous taxe 5000, l'autre vient vous taxe 7000, l'autre 3000, 2000. Là, c'est l'économie des marchés. Chacun fixe selon son gré. Mais l'économie des commandements, comme nous avons en Chine, dans d'autres pays déjà développés et sérieux, on définit le prix d'une marchandise. On sait que si l'on trouve la boîte de lait à 15 000 francs ici, si je vais à l'Est, je trouverai la même boîte au même prix. Il y aura une marge de différence pour ça, ça, ça et ça. Mais chez nous, ici, c'est chacun qui définit selon lui. Or, c'est l'État qui doit réglementer. Je l'ai dit d'entrée des jeux que l'infrastructure définit la superstructure. Donc, l'économie définit la politique. Mais pour le cas de notre pays, nous devons inverser. Oui. Et cet inverse-là, l'inverse doit maintenant s'imposer pour que l'infrastructure puisse se conformer à la définition des... l'infrastructure, c'est conforme à la définition de la superstructure, qui est la politique. Parce que la politique donne des grandes lignes, met des moyens et l'administration agit. D'autre part, pour que nous puissions accéder aussi, il faut que nous puissions restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État ne réside pas dans le discours que nous tenons tous les jours, c'est dans l'administration. L'administration congolaise souffre beaucoup. Nous trouvons des millions qui sont retenus dans les cabinets, une mission qui peut être exécutée par la direction provinciale d'une administration, sectorielle, ainsi de suite, où celle-ci maîtrise les réalités de chaque secteur. Mais c'est un conseiller, un membre du cabinet qui va directement jusqu'à la source pour brandir les drapeaux du parti et exécuter la mission selon son gré. Et comment faire les suivis, comment faire la continuité de l'État qui revient à l'administration d'assurer cela. Or, si l'administration, même des secteurs de l'économie, du budget, fonctionne régulièrement et les fonds prévus pour l'exécution de la mission passent par l'administration, nous verrons que cela ira jusqu'au bas de l'échelle et nous aurons à parler d'un début des commencements de l'indépendance économique. Flori Mapamboli, une réaction par rapport au modèle économique et de l'homme, en tout cas, qu'on doit changer absolument. Oui, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. L'homme congolais, l'homme politique congolais, si je dois le
Je dois le dire comme ça. Je suis totalement d'accord avec mon frère. Il faut commencer par moraliser. J'aime utiliser ces termes. Il faut moraliser la classe politique congolaise. Il faut que les gens apprennent à respecter le bien public. À chaque fois que tu prends un franc de l'État, c'est-à-dire que tu voles 100 millions d'âmes. Un franc qui appartient à 100 millions d'âmes. Il faut qu'on arrive à un niveau où les dirigeants doivent intégrer en eux, c'est-à-dire dans leur valeur intrinsèque, le fait que gérer la cité implique beaucoup plus de sérieux que lorsqu'on gère son bien personnel, que lorsqu'on gère une entreprise privée. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une classe politique qui est, je dirais, perdue. Quelqu'un a parlé de système, oui, je suis d'accord. Il y a les systèmes qu'il faut fondre et retravailler, mais il y a aussi l'homme qu'il faut changer. Alors, nous devons changer nos mentalités. Vous avez été conseiller avant de Nicolas Kazadi, qui est empêtré dans des affaires judiciaires aujourd'hui. C'est vrai, il est supposé innocent, il a pris son vol, il est allé pour la France pour des soins médicaux. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour justement faciliter cette indépendance économique? Avec quel résultat aujourd'hui? Si c'était à refaire ce que j'ai eu à faire, eh bien je l'ai référé. Vous en êtes fier? Je suis très fier du travail que nous avons abattu à côté de... Qui débouche sur une arrestation de monsieur Nicolas. Non. Le député national Nicolas Kazadi n'est pas arrêté. Le dossier est en instruction au niveau du parquet général près la Cour de cassation. L'instruction étant secrète, j'aimerais que l'on laisse au procureur le temps d'aller jusqu'au bout de son travail et nous donner les conclusions du travail qu'il aura abattu dans ce sens. Aujourd'hui, c'est la clameur publique. Les gens ne lisent pas. Les gens ne veulent pas comprendre. Si vous regardez bien, quels sont ceux qui sont aujourd'hui de leaders d'opinion, de gens qui embarquent les Congolais lorsqu'il y a des tollés à travers les pays. Vous verrez que ce sont des personnes parfois peu instruites. Je suis désolé de le dire, excusez-moi. C'est parfois des personnes peu instruites qui n'ont pas de niveau. Mais à cause de la clameur publique, à cause du populisme, ils emportent avec eux de foules énormes. On vous condamne même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, sans vous entendre, sans comprendre les dossiers pour lesquels... Non, il est victime de la clameur publique. Bon, mais bien sûr, parlons alors de ce que vous avez pu faire, en fait. Etc. Peut-être ça pourra laver un peu cette image qu'on a de lui dans l'esprit, dans l'opinion nationale en tout cas. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous avez... Il suffit de regarder le niveau de nos recettes. Les recettes étaient à 7 000 milliards quand Nicolas Kazadi est arrivé au ministère des Finances. On les a laissés à plus de 20 000 milliards. Au niveau des recettes publiques internes, vous pouvez vérifier. Elles ont été multipliées plus ou moins par 3. Mais ça n'a pas facilité l'amélioration des fonctionnaires. Laissez-moi vous dire. Oui. Nicolas Kazadi est parti. Il n'a laissé aucune dette vis-à-vis des fonctionnaires de l'État. Quand il quitte le ministère des Finances, il laisse les salaires payés jusqu'à fin mai. Lui, il quitte une semaine après, ou 2 semaines après la fin du mois de mai. Les salaires étaient payés. Il laisse plus de 1 000 milliards dans les caisses, disponibles dans les caisses de l'État. Que trouve le nouveau ministre, bien sûr, M. Fouamba. Bien sûr. Il ne laisse aucune dette vis-à-vis, aucune dette extérieure. Il améliore la qualité de la signature de l'État. Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir 100 millions de dollars sur le marché bancaire ici au Congo, vous les aurez. Parce que vous avez une signature, c'est-à-dire vous êtes crédible. Vous pouvez emprunter
et remboursés à temps. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Vous avez aujourd'hui, on venait de conclure hier, c'était hier, la 6e revue du programme triennal du gouvernement avec le FMI, appuyé par la facilité élargie des crédits. Justement, la 6e dernière revue. C'est pour une première fois depuis l'indépendance. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Ce programme a permis d'avoir près de 1,5 milliard $, dont la moitié a servi à renforcer nos réserves d'échange, qui sont au-delà de 5 milliards de dollars et qui représentent, bien entendu, 3 mois d'importation. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Parlons de la qualité. J'ai pas fini. Vous avez voulu que j'en parle. Je veux que vous parliez. Laissez-moi continuer. Mais je vous bouscule aussi par moment. Oui. Ouais. Allez-y, continuez. Parlons de la qualité de la dépense. Oui. Quand Nicolas Kazadi arrive, c'était 1% d'investissement sur le montant total. 1%, 2%, 3%. En tout cas, c'était moins de 5%. Sur la qualité, et plutôt de dépenses d'investissement sur les totales dépenses, recettes mobilisées, ce ratio a été ramené à 11%. Si vous prenez 2023, 2022, 2021, la moyenne est de 11% d'investissement rapproché aux recettes internes mobilisées. On est venu de 1, 2, 3%. Ça, c'est l'amélioration de la qualité de la dépense. La transparence. Alors, il y a la transparence qui a été instaurée. Pourquoi cette affaire de forage de clabousse autant comme ça? C'est un complot. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. C'est un complot, c'est la clamesse. Oui. Voilà, on voulait se débarrasser d'un adversaire et on a trouvé les forages. Le dossier forage. La nation, on devait le sentir dans le panier, notamment de la ménagère. Mais vous voulez qu'on en parle? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Je reviens après avoir posé la question rapidement à Christian Loubeau. Vital Kamerhe a dit, je voudrais poser la question de savoir si vraiment les institutions de Bretton Woods peuvent développer une nation. Je reviendrai sur ça après cette question que j'ai posée à Christian Loubeau, toujours dans la même conférence organisée à l'UNIKI. Il dit qu'il faut un rassemblement des intelligences pour relever le défi économique de la RDC. Il a appelé cela Union sacrée des intelligences congolaises. Vous, en tant que communiqué, plutôt politologue en tout cas, qu'est-ce qu'il veut créer d'après vous en fait? Ou ce sont des propos, des vœux pieux d'un politicien simplement? Bon, n'étant pas proche du président Vital Kamerhe pour savoir connaître le fond de sa pensée ou sa vision. Vous faites une analyse comparative de tout ce qui a été en faisant l'analyse, je commence déjà par dire qu'il y a un sociologue congolais, Émile Bongeli, qui a publié un ouvrage qui est intitulé, le terme m'échappe vraiment, l'élite congolaise. Non, l'élite congolaise. L'éducation en République démocratique du Congo fabrique d'une élite inutile et inutilisable. Par là, je veux dire quoi? Dans notre pays, nous avons et nous fabriquons plus des détenteurs de diplômes universitaires, des instituts, qui n'ont pas en eux la matière qu'il faut pour le pays. Plusieurs vont à l'université, décrochent des diplômes, sachant que j'ai mon oncle qui est quelque part, il va me booster. J'ai mon frère qui est là, après il va me brancher. J'ai monsieur, le journaliste à côté de monsieur Gaëtan qui est à la Télé 50, comme j'ai fait l'IFACIC déjà. Après, il va me trouver la place pour les stages professionnels. Mais à l'université, déjà, la personne ne s'applique pas. Mais achète des points, corrompt, et dans son cerveau, déjà, elle est préparée à faire mieux lorsqu'elle sera à la gestion de la chose publique. Celle-ci viendra avec des discours qu'il faut, des discours qui convainquent, alors que dans les fonds, la motivation est autre. Dans notre pays, vous savez même déjà, aujourd'hui nous sommes à la 4e législature, nous avons passé déjà dès la première législature, ceux qui étaient à l'école maternelle ont déjà appris à corrompre les enseignants avec les gâteaux, les bonbons, 20 000, 10 000 francs, 500 francs. Peut-être à cause encore de la médiocrité de l'adapter de l'enseignement. Exactement. En fait. L'enfant grandit déjà. Ses pratiques. Donc, ça l'effet Bing Bang. Oui. Il y a une interaction. Chaque action suit une réaction.
L'enfant apporte les 1000 francs que maman a donné, l'enseignant aussi donne des points, et l'enfant passe des classes jusqu'à l'université. Aujourd'hui, déjà, cet enfant doit avoir au moins 26 ans. 26 ans, donc elle est déjà employable. La personne est déjà employable. Donc, avec toutes les antivaleurs acquises, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, ça vient ici, dans la chose publique, dans la gestion de l'État, de la cité et consorts. D'où nous retrouvons des personnes qui, lorsque vous venez pour un service, vous requérez un service, on vous dit déjà, ah oui, ça l'a aboué. Et lorsque vous arrivez dans une institution, la question que vous posez, ah oui, ça l'a rendé. Or, les sociologues disent les milieux influencent l'homme, l'homme influence les milieux. Et c'est les combats que nous menons au sein des CPG. Nous n'avons pas mis devant nous la lutte pour la conquête des sièges. Oui, la politique a pour objectif de conquérir les sièges et afin de matérialiser les besoins d'intérêt général. Cependant, nous avons essayé un peu d'échanger notre tir, voire des côtés. Là où ça ne marche pas, d'abord, nous voyons que c'est l'économie, l'entrepreneuriat, l'économie des jeunes. Pourquoi avoir mis en place cette grande conférence sur l'économie essentiellement 64 ans après? Déjà, c'est la deuxième édition de notre conférence. Dans la première, nous avions parlé du Congo d'aujourd'hui et de demain. Oui. Nous avions planté les décors en réfléchissant sur quel type de Congo nous voulons avoir. Oui. Alors, nous avons pensé qu'il faut que nous ayons un Congo qui détient les 4 puissances géopolitiques. La puissance de l'économie, la puissance de l'intelligence, la puissance de la technologie et la puissance de feu. Et nous avons commencé par la puissance de l'économie, qui est le socle de tout développement du pays. Donc, tant que l'économie est instable, tant que l'économie n'est pas assise, nous n'aurons pas des institutions fortes. Et en ayant une base, une classe moyenne qui détient une part d'économie, dont les 80% est détenu par les expatriés aujourd'hui, et nous fabriquons même des sachets, des jus et consorts. Et si on arrive à dédouaner l'économie de la politique, nous aurons à passer à l'étape suivante. C'est pourquoi nous avons réuni toutes les tendances politiques, toute la classe politique, tant politique et économique et aussi de l'entrepreneuriat, pour réfléchir sur ce domaine. Ainsi, nous avons ressorti des résolutions que nous lutterons pour mettre en place. Et nous savons que cela est considéré comme le levier d'une voiture première vitesse, et ça nous fera passer maintenant à la conquête de la puissance de feu. Déjà, pour la puissance de feu, nous participons déjà à la guerre, à tout ce qui est instabilité de notre pays, parce que nous savons que notre développement en dépend. Oui. Vous pouvez même lire à partir d'ici, ça c'est dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse que nous avons soutenu un jeune à produire cet ouvrage, dont vous trouverez. Donc pour dire que les modèles d'économie, l'armée des intellectuels congolais, j'ai oublié les termes employés. L'Union sacrée des intelligences congolaises. Nous allons toujours continuer à ça. L'Okane Congo a dit que le Congo a été créé déjà sur base des coalitions, des négociations et des dialogues, des concertations et autres. Si on crée encore une union sacrée, ça sera une énième union de partis politiques. C'est toujours ça. Nous reviendrons pour parler du pays. C'est toujours ça. Le Congo, la gestion du Congo est basée sur les négociations, des créations des coalitions et consorts. Et ça n'aboutit à rien. Plutôt, nous devons créer les nouveaux hommes congolais par la coercition, l'imposition d'une nouvelle discipline. Florie Mapamboli, vous avez dit, le FMI a approuvé la 6e et dernière revue du programme économique de la RDC. C'était initié déjà par Nicolas Kazadi. Mais Matata Pogno dit que les institutions de Bretton Woods peuvent ou ne peuvent pas développer un pays. C'est parce que chaque année qu'on a les félicitations, les approbations du FMI, mais finalement, rien ne change, notamment, que ce soit le pouvoir d'achat, économiquement parlant, à RDC. Est-ce que le FMI avait pour mission de venir développer notre pays? C'est la question qu'on doit se poser. Je ne crois pas que c'était ça l'objectif de base. Non, d'abord, dans les pays, c'est pour le développement. C'est d'abord, le développement n'est pas un fait fortuit. Le développement, c'est une conjugaison d'efforts. Le développement voudrait à ce qu'on commence par des réformes. C'est ce que nous avons fait avec le FMI. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été initiées et achevées, lesquelles réformes peuvent être vecteurs justement du développement. Ne nous trompons pas. Pour développer le Congo, c'est les Congolais qui doivent travailler.
N'attendons pas les étrangers pour développer ces pays. Exactement. Ce ne serait un rêve à haute voix qui ne se réaliserait jamais. C'est à nous, Congolais, de travailler, de mettre en place des mécanismes. Mais écoutez, on parlait justement ici on parlait de l'indépendance économique. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons des industries en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il nous faut? Commençons par améliorer le climat des affaires. Ça, c'est pas les FMI, c'est nous. Améliorons le climat des affaires. Créons les conditions qui permettent à ce que les investisseurs viennent. Les investisseurs dans le secteur agricole, les investisseurs dans différentes industries, les investisseurs dans le secteur de l'électricité, etc. C'est cela qui va apporter le développement dans notre pays. Si aujourd'hui, il y a des tracasseries à gauche, à droite, il y a des taxes qu'on ne sait même pas, qui ne sont pas fondées sur un texte légal, parce qu'il y en a plein aujourd'hui dans notre pays, comment voulez-vous qu'on ait des investisseurs? Comment on aura des investisseurs si l'image que nous vendons à l'international de notre pays est toujours négative? Un pays de guerre, etc. Comment on pourra attirer les investisseurs dans tout ça? C'est les concours de plusieurs intelligences, de plusieurs secteurs de la vie nationale qui pourra faire en sorte que nous puissions attirer les investisseurs. Et lesquels investisseurs vont créer la valeur, c'est-à-dire créer les emplois, donc avec comme conséquence la diminution du taux de chômage, avec comme conséquence l'augmentation de la production intérieure, ce qui va entraîner un PIB beaucoup plus costaud, une croissance encore beaucoup plus élevée, ce qui entraînera également une indépendance sur certaines choses que nous importons aujourd'hui, alors que nous en avons à portée de main. C'est-à-dire, c'est un concours de plusieurs choses. C'est ce qui peut amener le développement en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les programmes, aujourd'hui, si on arrive à avoir des réserves de change qui peuvent couvrir 3 mois d'importation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réalisé, je dirais. Tout ça, c'est grâce à Nicolas Kazadine. Bien sûr, c'est grâce. Non, pas seulement lui. Il faut être honnête. Il y a eu, c'est tout le gouvernement. Vous avez le ministre du budget qui a joué sa partition. Vous avez la Banque centrale. Vous avez un fait qui est important que les gens ne savent pas. Durant les 3 dernières années, le gouvernement n'a pas recouru, n'est pas allé chercher les avances à la Banque centrale du Congo. C'est un élément important qui a permis à ce qu'on puisse obtenir cette 6e revue. C'est-à-dire l'État n'aille à dépenser que les recettes qu'il aille à mobiliser. Alors qu'avant, c'était le déficit qui était couvert, n'est-ce pas, par les avances de la Banque centrale. Aujourd'hui, les déficits sont couverts par le financement sain, c'est-à-dire par le recours au marché financier intérieur. C'est-à-dire quand on a plus de dépenses et moins de recettes, on émet des bons et ou obligations du Trésor, les banques souscrivent, on a l'argent pour financer les déficits, ou encore on peut le financer par les appuis budgétaires qui peuvent venir soit de la Banque mondiale, soit du Fonds monétaire international. On va terminer ici rapidement. Oui, alors, pour terminer la dernière question. Le panier de la ménagère, je voudrais... Oui, le panier de la ménagère. Voilà, je prends un exemple. Je prends un exemple. Oui. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de dollars que l'État reverse aux ménages grâce à la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire quoi? L'argent que tu devais utiliser pour payer les frais scolaires de ton enfant, on te les retourne. C'est-à-dire on augmente ton pouvoir d'achat. Tu as plus d'argent pour acheter il te reste un peu d'argent. Plus de biens. Ouais. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut expliquer ça de manière beaucoup plus simple. Et on estime ces montants-là à plus d'1 milliard. Mais qui prend ça en charge? C'est l'État congolais. Quand tu vas à la station pour acheter du carburant, ce n'est pas toi qui payes la totalité d'un litre. Oui. Il y a une partie que toi tu payes et il y a une autre partie que l'État paye. Il y a à boire et à manger là derrière, il y a beaucoup de détournements aussi. Non, alors vous parlez de la transparence. Oui. Sous Nicolas Kazadi, c'est que vous entendiez parler à l'époque là de
Comment vous appelez ça? Rétro-commission. Ben, ça n'existe plus. Ah bon? Ah bah merci. Oui, c'est une volonté du président de la République matérialisée par le ministre Nicolas Kazadi, notamment quand il était ministre intérimaire de l'économie, mais aussi... Christian Louveau, en 2 minutes peut-être, quelles leçons peut-on tirer justement de l'expérience des autres pays africains qui ont réussi à renforcer leur indépendance économique rapidement? Bon, la leçon... D'abord, je dirais à ce que nous puissions nous retourner en nous-mêmes. Avant 1960, nous avions la même économie que le Canada. Aujourd'hui, le Canada est appelé pays développé et nous cherchons à battre les records des 4 premiers pays pauvres, les plus pauvres du monde. Donc déjà, en 1960, nous étions supposés un pays développé. Qu'avons-nous fait de notre pays, de notre puissance économique pour la perdre aujourd'hui? L'Afrique du Sud qui n'était rien face à la RDC et les autres États aujourd'hui s'imposent sur la RDC, imposent leur hégémonie et des directives sur le plan économique et on vit tout ce que nous vivons, même le Rwanda ici. Ce que nous devons faire, il faut que déjà à l'interne, au niveau endogène, que le pouvoir contrôle les pouvoirs, qu'il y ait une rigueur sévère dans la gestion de la chose publique, à tous les niveaux. Il faut que l'autorité de l'État soit réelle au niveau de l'administration publique. Si l'administration publique fonctionne correctement, nous verrons que le suivi même au bas de l'échelle sera réel. Et pour que le panier de la ménagère soit réellement rempli, c'est par ces contrôles, par le respect de la chose publique, par l'imposition du respect de la chose publique, que nous arriverons à cela. Et c'est ce que nous, au niveau du CPG, nous préparons déjà nos membres à savoir s'autosuffire, à savoir lutter pour se faire fort, se faire une force, comme m'a dit, c'est le cas de Gédéon et dans la Bible. Oui. Ils se sont regroupés, ont pris conscience et se sont forgés pour devenir une puissance. C'est là Merci beaucoup. C'était Christian Louveau, politologue, coordonnateur de CPG ASBL. Merci d'être passé sur le plateau de Télé 50 pour parler économie en tant que politologue. Merci. En face de vous, c'était le financier, député national, Florima Pamboli, qui nous a amené beaucoup de bénédictions. Merci d'être passé, monsieur le député national. Merci Gaëtan, merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous aussi, justement, je le réitère, d'être scotché là, d'avoir suivi cette émission spéciale Indépendance économique de la RDC. Qu'est-ce qui nous freine, en tout cas, 64 ans après? J'espère que les avis des uns et des autres vous ont permis quand même de connaître par où on doit commencer, notamment l'homme. Chacun d'entre nous a une pierre à apporter à cet édifice, la construction d'un Congo fort et puissant. L'homme congolais, les mentalités et les priorités, vous le savez, les infrastructures, l'agriculture, mais d'abord, c'est l'homme, ce qui a été dit dans cette émission. Merci encore une fois.